L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. 8h25 sur studiokalita.com et l'heure c'est l'heure. On est très... Avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est exactement. plus l'heure. Et donc c'est l'heure maintenant de notre page historique, Eliana. Boker Tov. Boker Or. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, c'est l'anniversaire d'une grande figure. Alors j'hésitais ce matin à vous parler de Bill Evans, le très célèbre jazziste qui est né aujourd'hui, ou bien vous parler de Menachem Begin qui est né aussi aujourd'hui. Et je vais y aller pour Menachem Begin, voilà. Bon, alors Menachem Begin, le célébrissime homme d'État israélien, est né un 16 août, donc à la date d'aujourd'hui, 1913 à Brest-Litovsk, à l'époque où bien entendu il y a une communauté juive qui est très très importante. Il vient d'une famille qui est déjà très sioniste, très intégrée, très impliquée. Il va grandir, il va recevoir une éducation qui va être en même temps une éducation religieuse traditionnelle et en même temps une ouverture au monde et aux études laïques. Et il va fréquenter les mouvements de jeunesse juive. Alors il va commencer par la Shomer Hatzaïr et puis un peu plus tard, il va découvrir le mouvement du Bétar. Ça se passe quand il fait ses études de droit en 1935 à Varsovie. Jabotinsky, exactement. Il le rencontre, donc il va le connaître personnellement. Il va le rencontrer et c'est comme ça qu'il va intégrer en fait le Bétar dès sa création en 1928. Il va prendre sa tête en 1939. Il sera à la tête de tout le Bétar en Pologne. Et il faut savoir que entre lui et Jabotinsky, il y avait certains désaccords, mais bon, ils étaient quand même sur la même lignée. Voilà, on connaît peu de personnes aujourd'hui qui ont eu à l'époque des désaccords avec Jabotinsky. Trouvez-moi-en un, ça me ferait plaisir. Et en 1939, donc, alors qu'il est à la tête du Bétar en Pologne, il y a bien entendu la Seconde Guerre mondiale qui commence en septembre pour la Pologne. Et ce que va faire Begin, c'est qu'il va s'enfuir à Vilnius et il va en fait il va faire en fait ce que beaucoup de juifs vont faire à l'époque. Ils vont partir vers l'est. À Vilnius d'ailleurs, il va être arrêté par le NKVD, il va être mis en prison, il va être envoyé au Goulag en Sibérie et il va être libéré en août 1941. Il va à ce moment-là s'engager dans l'armée polonaise en Union soviétique, qui est l'armée du général Anders, qui est une armée très connue, et grâce à ça en fait il va être évacué du RSS avec le gros de cette armée en début 1943. Il va transiter par l'Iran, l'Irak et puis la Palestine. Il va arriver donc ici où est en train de s'organiser en fait le deuxième corps polonais. Donc on est encore en 39-40 ? Non, là on est en 43. Oh là. Voilà, en 43. Je vous ai pas suivi là à un moment. Oui, donc non, en fait avec en 41 en fait quand les Allemands font l'invasion de la Pologne complètement et l'invasion de l'URSS plutôt. Alors à ce moment-là, les soldats polonais, eux, se réfugient au plus loin. Ils vont rejoindre donc la Palestine. Ils vont s'organiser en Palestine. Et en fait, donc Menachem Begin, grâce à ça, arrive en Palestine et il va ensuite s'enfuir. Il va déserter en septembre 43 et il va rester donc en Palestine. Et arrivé en Palestine, très rapidement, il va donc prendre part à la vie politique, même si à cette époque-là, c'est pas vraiment une vie politique puisqu'on n'a pas encore la création de l'État d'Israël, mais il va être donc il va essayer de prendre part à la vie dans le Lehi. Dans le Lehi. Donc, ce qui va se passer, c'est que il va d'abord, il va rejoindre l'Irgun, donc le Lehi. Il va prendre le commandement de l'Irgun en 1947. Et d'ailleurs, dès 1944, il va vivre en clandestinité puisque les Anglais le recherchent. Ça, c'est un. Et aussi Ben Gurion, qui ne l'aime pas vraiment, va aussi. On va en parler dans quelques instants de la façon dont Ben Gurion l'appelait. Et c'est ainsi que donc il va se faire connaître en Israël. Et puis il faut dire aussi qu'il a la particularité d'être quelqu'un qui il n'a pas vécu la Shoah directement dans le sens où il n'a pas été en camp de concentration, mais il a quand même perdu sa famille, il s'est quand même enfui de cet univers concentrationnaire dans lequel, de la Pologne dans lequel tout allait mal. Et parfois il sait parler à ces réfugiés avec un ton
Il sait utiliser les mots et il sait, ces rescapés le comprennent mieux. La création de l'État d'Israël en 1948. En 1948, Begin devient tout simplement le chef de l'opposition. On a les premières élections qui ont lieu fin 1948. À la tête du Likoud déjà ? Non, il n'y a pas de Likoud à l'époque. D'accord. À l'époque, c'est le Herut. Le Herut. Donc le parti de la liberté. C'est très important de comprendre que le Likoud, enfin le Herut et plus tard le Likoud sont les enfants du mouvement révisionniste. Et le mouvement révisionniste, Jabotinsky, à part être connu pour ses positions sur la façon dont l'État juif devrait être un État fort, et en particulier ses positions vis-à-vis des populations arabes qui vivent ici, le parti révisionniste, c'est aussi et tout d'abord un parti qui est économiquement libéral. Donc c'est pour ça que d'appeler un parti liberté, Herut, ça va tout à fait avec. Et en fait, Menachem Begin va être le chef de l'opposition de la première Knesset qui va se former le jour de Tou Bishvat 1949 jusqu'en 1977. Et pendant toutes ces nombreuses années, il va être le chef de l'opposition. Alors, toute la période pendant laquelle Ben Gurion est au pouvoir, Ben Gurion ne peut pas se le voir, à tel point qu'il ne l'a jamais appelé par son nom. Ah oui. Et quand il voulait l'appeler, parler de lui, il disait le député qui est assis à côté du député Bader. Voilà. Donc, c'était sa manière de... Bon, aujourd'hui, il y a des premiers ministres qui appellent... des personnes en les décrivant avec leur barbe et des choses comme ça. Donc, oui, on n'est pas loin non plus. On n'est pas loin, mais quand même, c'était assez impressionnant. On parle ici de nombreuses années, donc ça c'est la première chose. Ensuite, Menachem Begin va rester dans l'opposition toutes ces années. En 1977, on a ce qu'on appelle le Ma'apar. Il prend le pouvoir. Alors, quand il prend le pouvoir, ce qui est quand même assez important de raconter, beau à raconter, il va dire à sa femme, à Lisa, sa femme qu'il adorait, il va modifier un verset biblique, et il va lui dire, donc ce verset biblique de Jérémie dans lequel Dieu dit au peuple d'Israël, tu es mon peuple qui m'a suivi dans le désert, dans une terre aride où il était impossible d'ensemencer, et il va lui dire la même chose, Lert acharai bamidbar, tu m'as suivi toutes ces années dans le désert. Toutes les femmes rêvent qu'on leur dise ça. Oui, tout à fait. Alors, Menachem Begin, juste en deux mots, quelle était sa plus grande particularité ? Alors, d'abord, il a beau être ashkénaze, il était adulé par les populations séfarades, tout simplement parce que il les acceptait. Pour lui, ce qui était le plus important, c'était le fait qu'on soit juif. Cet État, c'est un État juif. Le caractère juif était très important. C'est un peu grâce à ces populations qu'il est monté au pouvoir. Tout à fait. Et puis, il y a eu aussi, c'est aussi une période où on a déjà eu dans les années 70, en 76, par exemple, il y a toute l'histoire des Panthères Noires dont nous avons déjà parlé. Les Panthères Noires, donc ces jeunes Marocains qui sont en révolte contre l'establishment et contre ce gouvernement Mapai ou de travailliste qui ne lui permet pas en fait de se développer et d'aller plus loin. Et Menachem Begin est véritablement quelqu'un qui est considéré comme la personne qui a tout fait pour ces populations défavorisées. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle si vous vous baladez dans les différents marchés en Israël, dans le chouk, que vous avez à Machane Yehuda ici, au chouk à Carmel, vous y trouverez des dessins de Menachem Begin. Et alors, juste pour terminer, parce qu'on doit finir. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est l'heure. Après, c'est bien qu'il soit à droite et qu'il ait des positions extrêmement strictes sur nos relations avec nos ennemis, c'est quand même lui qui va faire le premier accord de paix en 1979, avec l'Égypte, avec Anwar el-Sadat. C'est quand même la restitution du Sinaï. La restitution du Sinaï. Donc, il va prendre des positions courageuses qui ne vont pas être appréciées par tous, mais c'est ce qu'il va faire. Ça, c'est important de le dire. Et on peut dire aussi que la mort de sa femme lui a causé beaucoup de peine. Oui, alors la mort de sa femme, donc Alisa, qu'il adorait, quand elle va décéder, en 83. Et d'ailleurs, elle va décéder alors qu'il est en voyage officiel à Washington, ce qui rajoute un petit peu, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc, il va démissionner en septembre 83, et il va se retirer de la vie politique. Et il faut dire que, contrairement à beaucoup d'hommes politiques ou de politiciens qui, quand ils sortent du monde politique, ils continuent à commenter et à dire moi si j'étais encore en poste j'aurais fait ABC. Alors lui il ne va rien dire, il va se retirer, il ne parlera pas, et il va décéder à Jérusalem en 1992. Et ce qui est très important, il va être enterré, il demande à ne pas être enterré
au Har Herzl, dans le carré des personnalités de l'État d'Israël, et non, il souhaite être enterré auprès de ses frères d'armes au Mont des Oliviers, et c'est là qu'il est enterré en 1992. Voilà. J'y étais à l'enterrement, figurez-vous. Et c'était comment ? C'était très émouvant, et il y avait, je me rappelle, un long cortège de personnes qui ont accompagné Menachem Begin jusqu'au Har Hazetim. Il y avait de tout, j'imagine. Il y avait... De tout. Voilà, Menachem Begin. Et c'est la raison pour laquelle on peut ne pas être d'accord avec sa politique. C'est quand même le Premier ministre le plus aimé jusqu'à aujourd'hui de l'État d'Israël, parce qu'il était très, très... voilà, ça c'est la petite histoire. Quand il a été élu, on lui a posé la question, comment comptez-vous... Comment est-ce que vous pensez, quelle va être votre politique, comment allez-vous mener votre politique? Et alors il a répondu aux journalistes d'une façon juive, quelle question. Et il est rentré au sein de la Knesset. On aurait pu parler aussi de sa modestie et de ce côté aussi humble. Il a toujours vécu dans une toute petite maison. C'était très particulier. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a un centre à Jérusalem. Il faut inviter nos auditeurs à y aller parce que c'est vraiment très très bien fait tout d'abord. On apprend beaucoup de choses sur cet homme. Et surtout aussi déjà, on vous parlait de ça, alors à l'entrée du musée, il y a marqué Menachem Begin aura toujours dit mon plus grand testament, entre guillemets, la plus grande chose que j'ai offerte à ce pays, c'est que j'ai empêché une guerre civile, puisqu'il y a l'histoire de l'Altalena dont nous avons aussi parlé, et quand l'Altalena, donc ce bateau de l'Irgun qui est plein d'armes et bombardé par les forces de la Haganah et par Ben Gurion, alors qu'il y avait un accord pour ne pas le faire, les gens étaient très remontés et Begin a dit on ne fait rien, on ne fera pas une guerre civile entre des juifs. Voilà. Très bien, merci beaucoup Eliana de nous avoir parlé ce matin de Menachem Begin, 8h36. Nous allons passer immédiatement à la revue de la presse israélienne.